Comment faire pour ne plus avoir peur de la sorcellerie? Quand on a peur, il faut identifier qu'on a peur. Et il faut accepter de traverser sa peur. Parce que tant qu'on ne traverse pas sa peur, ça reste, ça persiste. Et en même temps, la peur est aversive. Donc quand on a peur... Et il y a même un proverbe que j'aime bien qui dit que si la peur frappe à ta porte et que tu as le courage d'aller ouvrir, tu verras. Les guides, c'est quoi? C'est les défunts, c'est les ancêtres? Et qui, eux, les guides? Alors non, les défunts, c'est les défunts. Ouais. Les ancêtres, c'est les ancêtres. Alors dans les guides, on peut avoir des défunts qui deviennent des guides, qui sont des guides. Mais les guides, à la base, ce sont des âmes qui sont là. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il faut être connecté au monde invisible? Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas? Parce que c'est invisible. Nous sommes dans le monde visible. Il y a tellement de belles choses ici. Pourquoi tu as des croyances, tu as des croyances, tu as des valeurs. Tu les vois? Donc, pourquoi le bol ne chantait pas? D'accord. Et à la fin, le bol chantait. Donc, il y a eu comme une circulation parce que tout est énergie. Je suis énergéticienne. Mon travail, c'est de faire circuler l'énergie, que ce soit à travers la sonothérapie, que ce soit à travers le reiki, que ce soit à travers l'imposition des mains. C'est toujours une question, en fait. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Tout à l'heure, en off, tu me disais que le monde va vers le chaos. Pourquoi? Parce que depuis quelques temps, on a passé l'an 13. L'an 13? Ouais. C'est quoi ça? Énergétiquement, c'est les personnes spirituelles qui comprennent Mais nous, il faut que tu nous expliques du coup. Je dis toujours en fait aux personnes qui se plaignent, aux personnes qui sont tout le temps en train d'accuser le système, en train de vouloir remettre des choses, en train de décrire des trucs, mais les choses ne sont pas les choses ne vont pas aller mieux. C'est la place, c'est la perception, c'est le regard qu'on va porter en fait qui doit changer. C'est pas les choses qui vont changer. Donc les personnes qui disent par exemple le pays va mal, les entreprises, on se fait bouffer par le système, les impôts, la douane, les taxes, machin. En fait, on est dans un chaos. C'est le bordel, j'ai envie de dire. Et ça ne va faire que continuer. On n'est pas en train d'aller vers un monde meilleur, un monde où tout le monde va être gentil, où tout va être paisible. On va sortir de la maison, on aura le pain qui va nous tomber, on va aller bosser, on aura beaucoup d'argent, les salaires vont augmenter. On n'est pas en train d'aller vers ça. Soyons réalistes, on n'est pas en train d'aller vers ça. Mais c'est comment on va vers le chaos. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'on apprend dans le chaos? Quand il y a l'agitation, qui est-ce qui avance? Est-ce que c'est ceux qui s'arrêtent pour regarder le bruit, pour regarder l'agitation, commenter l'agitation? Ou alors, est-ce que c'est ceux qui se rappellent de quel est leur objectif et qui vont vers leur objectif? Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne m'arrête pas quand il y a l'agitation. Depuis que je l'ai appris, cet enseignement-là, on apprend dans le chaos. Même dans ma vie d'entrepreneur, il y a encore quelques années, je savais que quand ça s'agite, quand on se plaint, quand on organise des réunions pour dire que oui, mais comment on va faire? Ils ont augmenté les taxes, ils ont levé ceci, ils ont mis un truc en place, il y a machin. J'avance. Pour moi, c'est l'occasion d'avancer, de rester focus sur mon objectif. Ça te vient d'où cette manière de voir les choses-là? De mes nombreuses formations, de mes nombreux enseignements et des prises de conscience que j'ai eues aussi. Parce que ça ne sert à rien. Moi, je suis pas dans le... Je ne pactise pas vraiment les endroits où il y a... Peut-être c'est ma nature aussi, mais je ne suis pas à l'aise dans les endroits où il y a le bruit, où il y a le chaos. En boîte de nuit, moi, je peux dormir. Quoi? Ouais. En boîte de nuit, moi, je peux dormir. Je peux fermer les yeux, je m'endors. Nickel. À la morgue, c'est pareil. Ah, tu peux aussi t'endormir à la morgue? Oui, tranquille. Là où il y a l'agitation en général, là où il y a un deuil, une manifestation, les gens crient, les gens pleurent, c'est là où je vais me recentrer parce qu'il ne faut pas que je me laisse, que je bascule en fait dans cette énergie négative-là ou dans cette égrégore. Non, je me recentre et je me dis quel est mon objectif, vers quoi est-ce que j'étais en train d'aller et j'y vais. Et je ne sais pas si c'est en lien avec l'invisible, mais ma question va être la suivante, c'est pourquoi est-ce que tu penses qu'il faut être connecté au monde invisible? Déjà, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas? Parce que ça fait c'est peur? invisible.
Nous sommes dans le monde visible, il y a tellement de belles choses ici. Pourquoi Tu as on va des se croyances, tu as des croyances, tu as des valeurs. connecter? Tu les vois? Non. C'est pas visible. La mort, elle frappe, mais elle n'est pas visible. Donc l'invisible existe. Oui. Donc il y a matière à croire en l'invisible. Oui. Il y a matière à y donner de la place. Il y a matière à voir clair là-dedans. Sans pour autant basculer dans la médiumnité ou dans l'excès de spiritualité ou des choses comme ça. Mais il faut savoir que ça existe en fait, ça fait partir de nous. On a une partie qu'on voit et il y a une partie qu'on ne voit pas mais qui existe. C'est ça l'invisible. C'est ça la place qu'on donne à l'invisible. C'est de savoir que ça existe, je ne le vois pas, mais ça existe. Oui, mais c'est dangereux quand même, l'invisible, de ce qu'on entend. Parce que j'ai entendu beaucoup d'hommes de Dieu, de pasteurs, de prêtres dire que si jamais on va dans le monde invisible et qu'on a des personnes qui se présentent comme étant nos ancêtres, nos guides, qui sont là pour nous guider vers la lumière, ben c'est des démons. Déjà, quand on y va, si on rentre dans l'invisible, si on se connecte à l'invisible, pourquoi est-ce qu'on le fait? Quelle est la démarche? Est-ce qu'on le fait juste pour le faire? Est-ce qu'on le fait par curiosité? Mais quand vous dormez, quand on se couche, quand on va s'endormir le soir, il se passe des choses. On fait des rêves où on est dans des pays, on rêve. Oui. On est dans l'invisible en fait. Mais ça, c'est le cerveau, ça. Mais est-ce que c'est dangereux? Jusqu'à quel point c'est dangereux? Quand ça devient un cauchemar, quand on est réveillé en sursaut parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé et qu'on revient, on se dit « Ah tiens, je suis dans mon lit en fait. Oh mon Dieu, oui, merci, je suis dans mon lit. » Donc, ça dépend de pourquoi on y va. Avant d'entreprendre une démarche, avant de le faire, il faut savoir pourquoi. Moi, les personnes que j'accompagne, les personnes qui viennent à moi sont dans cette, on va dire, dans cette quête-là, sont à ce moment où ils se posent des questions sur quelle est la place que ça occupe, est-ce que j'y vais? Beaucoup même ont peur d'y aller, beaucoup se sentent appelés, mais ce n'est pas appelé genre, je vais dire au sens propre, c'est pas qu'ils sont appelés genre l'invisible sonne à ta porte, non, c'est par les choses, c'est-à-dire il faut mettre de la compréhension dans les choses qui se passent. Il y a quoi dans l'invisible déjà? Oh, il y a beaucoup de choses, il y a les défunts, il y a les ancêtres, il y a les guides, il y a les anges. Dans l'invisible, il y a aussi les croyances, il y a aussi les obligations, les héritages, les loyautés, le transgénérationnel. Il y a tout ce qui concerne tout ce qui s'est passé avant nous. Il y a tout ça dans l'invisible. Les guides, c'est quoi? C'est les défunts ou les guides, c'est des êtres... Je ne sais pas comment les décrire, mais les guides, c'est quoi? C'est les défunts, c'est les ancêtres, et qui, les guides? Alors non, les défunts, c'est les défunts, les ancêtres, c'est les ancêtres. Alors dans les guides, on peut avoir des guides, on peut avoir des défunts qui deviennent des guides, qui sont des guides, mais les guides, à la base, ce sont des âmes qui sont là pour nous accompagner, qui vous accompagnent sur votre chemin. Comme au même titre que l'ange gardien, au même titre que l'ange protecteur, au même titre qu'on va dire l'ange guide. Les guides, c'est vraiment pour vous aider à rester sur le plan, c'est-à-dire à accomplir, à rester sur votre voie, sur ce que vous êtes venu faire, ce pourquoi vous vous êtes incarné. Donc vous oubliez. Vas-y, je t'ai coupé, pardon. Je vais te raconter une histoire vécue et tu vas me dire ce que tu en penses. C'est pas bon, vécu, c'est un proche. Il y a un an, on a lancé un business de location de véhicules au Cameroun. Et donc, on cherchait des clients. Et pour avoir des clients, il a fallu qu'on se rende dans les hôtels, qu'on dépose nos prospectus pour avoir des clients, qui nous drive des clients vers nous. Et dans cette quête-là, on a découvert un réseau. Et dans ce réseau, ils étaient un réseau plus ou moins développé qui travaillait avec un hôtel très connu de la place. Et un jour, il nous invite, il nous demande de venir les rencontrer. Et quand on arrive vers eux, il y avait le chef du réseau. Et il nous dit, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez rejoindre le réseau? On dit oui. Et il pose la question la deuxième fois, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez rejoindre le réseau? On dit oui. Et il pose la question une troisième fois. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez nous rejoindre? Et là, j'ai l'un de mes amis qui, sur ça, il dit, mais c'est bizarre ça quand même. Pourquoi il me pose la question 3 fois? Et là, il dit, bon, attendons, on va aller réfléchir.
Donc, quand il rentre, il réfléchit, il pose des questions, mais c'est qui ce monsieur et tout. C'est donc là que les gens lui font comprendre qu'en fait, le réseau dans lequel on voulait entrer, c'est un réseau qui a des pratiques, je dirais, mystiques. Et que le fait qu'il pose la question 3 fois, ça signifiait que si on validait une 3e fois, ça voulait dire que quelque part, on donne accès que d'intégrer le club mystique. Et donc, avoir des clients derrière. Mais ça aurait été quelque chose de mystique, c'est ce qu'il raconte. Et dans cette histoire, je l'ai racontée, j'ai mis sur les réseaux, et il y a une amie qui m'a écrit, et elle m'a dit, vraiment, Valère, beaucoup de courage pour ce que vous faites. Mais sache que dans toutes ces affaires de business-là, c'est une fille qui est très croyante. Elle est, très croyante. Elle est avec tout ce qui est église évangéliste et tout. Mais sache que, soit tu vas te protéger avec tes coutumes et tout, je sais pas quoi, et tu as fond dedans, soit tu te retournes vers Dieu, vers la religion, et tu as fond dedans. Mais tu ne peux pas être là, assis entre 2 chaises. Ma question a 2 volets. 1, est-ce que c'est vrai que est-ce que c'est aussi simple de faire en sorte qu'une personne intègre un réseau mystique, juste en lui posant 3 questions? Et le deuxième volet, c'est, est-ce qu'il faut forcément soit d'être protégé du côté religieux ou du côté des coutumes pour pouvoir avancer? Non, mais là, le besoin de protection, est-ce que tu vas te protéger parce que tu veux avancer, et en disant avancer, ça veut dire avancer dans ce type de réseau? Non, dans le business, dans la vie, parce que j'ai trop souvent entendu que dans le business, il y a un moment donné, forcément, tu ne peux pas être là comme ça. Il faut forcément que tu aies une protection d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Quel type de protection? Spirituelle, si tu préfères. Qu'est-ce qu'on entend par protection spirituelle? C'est à toi de me dire. Parce que voir, il dit spirituel, c'est que forcément, il y a un côté, soit c'est Dieu, soit c'est les guides, soit c'est les ancêtres, mais il faut forcément que tu te protèges d'une manière ou d'une autre. Ok. Alors, le premier volet de la question, oui. Moi, je vais répondre en disant, lorsque je fais un rituel, il m'arrive très fréquemment de dire merci 3 fois. Merci, merci, merci. Il m'arrive également de dire, par exemple, à la personne, quel est ton nom? Vas-y, réponds. Quel est ton nom? Moi, mon nom? Oui. Bélias. Quel est ton nom? Bélias. Quel est ton nom? Bélias. Tu viens de le dire 3 fois. Oui. Tu vois? Maintenant, pourquoi je te l'ai demandé 3 fois? Parce que moi, 3 fois, c'est la Sainte Trinité. On va dire 3 fois. Ça peut être le corps, l'esprit, le mental. Ça peut être pour ça 3 fois. Sur le plan mystique, je ne sais pas. J'y vais pas. Je connais rien du tout de ce côté-là. Donc, je peux pas te dire pourquoi dans le réseau, on t'a demandé de poser la question. On t'a demandé de répondre 3 fois. Oui. Et que vous vous êtes abstenu justement de la 3e fois. Je n'en sais rien. Peut-être que la 3e fois, ça voulait dire que effectivement, c'est acté. À ce moment-là, j'en sais rien. Et le deuxième volet, le besoin de protection, je sais pas. Moi, je dirais, si tu ressens un besoin de te protéger, ok, tu ressens le besoin, protège-toi. Si tu ne ressens pas de besoin, ok. Mais face à un problème, parce que je ne peux répondre que par rapport à ce que je connais ou par rapport à ce que je vois. Oui. Donc, si j'ai une personne en face de moi qui me dit, par rapport à ce que je vis là, est-ce que j'ai besoin de me protéger? Je dirais oui. Par rapport à ce que vous vivez, oui, moi, je dirais oui, vous pouvez vous protéger. Oui. Vous avez besoin de vous protéger. Mais de manière générale, je ne peux pas répondre, genre, pour la globalité. Ça ne marche pas comme ça. D'accord. C'est toujours propre à chacun, parce que chacun est responsable des résultats qu'il obtient. Ok, en tout cas, merci pour l'honnêteté. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il travaille les choses bien. Une fois de plus, on reçoit Caroline Tchakounte Mbida. Elle insiste toujours sur Mbida. Avant Tchakounte même, j'étais d'abord Mbida. Donc, voilà, une fois de plus, on la reçoit. Je pense que vous avez déjà vu avoir les 3 épisodes qu'on a enregistrés ensemble. Et une fois de plus, elle revient. Et cette fois-ci, elle revient avec quelque chose d'assez spécial. Parce que vous êtes nombreux, vous avez plein de questions que vous vous posez sur la spiritualité, sur l'énergie et tout le bazar. Là, bref, vraiment, mettez toutes les questions que vous vous posez en commentaire. On aura d'autres épisodes qu'on va enregistrer et vous pourrez y répondre. Et je rappelle que en fonction de votre niveau d'engouement, si vous voulez en savoir plus sur des sujets divers et variés, vous avez juste à le signaler parce que elle a déjà créé sa chaîne YouTube. On va vous mettre le lien en description. Cliquez, abonnez-vous. Et dès que vous allez atteindre 1000, elle va commencer à répondre à toutes vos questions directement sur sa chaîne YouTube. Et là, ça va aller très, très vite. Donc voilà, on vous met tout en description dans le premier commentaire de la vidéo. Et je rappelle que récemment, on a travaillé sur un excellent livre avec Caroline. Prends ta place. Bref, je ne vous en dis pas plus. On vous met tout dans le premier commentaire dans la description. C'est un livre à lire.
Et si vous ne lisez pas, vous pouvez acheter, vous offrir à quelqu'un. Vous voyez un peu le truc. Maintenant que ceci est dit, on va souhaiter la bienvenue à notre invité. Non sans remercier Nelly qui a l'argent sans qui on n'aurait pas pu enregistrer cette émission. Et je rappelle que si vous êtes auteur ou si vous souhaitez écrire un livre, vous souhaitez être édité, nous sommes là pour vous. Donc, contactez-nous au +33 624 58 90 74 ou par mail argentlivre@gmail.com. Maintenant que ceci est dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Une fois de plus, bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour Valère. Aujourd'hui, tu nous as ramené des bols. Les bols, c'est pas des bols tibétains, je vous montre. C'est des bols népalais. Il faut qu'elle nous explique à quoi ça sert. Mais avant qu'elle nous explique à quoi ça sert, tout ça, il faut d'abord qu'elle se présente une fois de plus. Caroline, pour ceux qui te redécouvrent aujourd'hui, qui es-tu? Qui es-tu donc? Alors, je m'appelle Caroline Bidachakunte, je suis énergéticienne, je suis sonothérapeute, je suis praticienne Reiki et je suis accompagnante experte en libération des peurs et des croyances limitantes. Je suis un canal médiumnique et je suis maman. Je suis mariée, je suis maman et je suis Caroline. Ok, tu es Caroline. Est-ce que tu peux nous parler de ton outfit? Parce que je t'ai jamais vu habillée comme ça déjà. Ouais. Bah, aujourd'hui, je porte ma culture. Aujourd'hui, je porte fièrement, j'arbore fièrement la tenue Betty, le nti, le tissu nti, qui est le tissu des seigneurs de la forêt. Parce que, tu vois, le mbida, c'est ce nom-là. Donc, je suis originaire du Cameroun, du sud Cameroun. Et ce tissu qui me rappelle vraiment ma culture et pour lequel vraiment j'honore la personne qui l'a créé, le docteur Thérèse Fouda, une femme charmante. C'est tout un livre, cette femme. Et à travers ce tissu que j'arbore, que j'ai voulu mettre aujourd'hui, parce que c'est pas ma tenue de travail, mais pour me présenter aujourd'hui, j'avais envie de mettre quelque chose qui me ressemble. J'avais envie d'arborer qui je suis. J'ai pas eu le droit de le faire pendant longtemps pour la petite histoire. Tu n'as pas eu le droit? Non. Comment ça? Non. Alors parce que je me suis mariée à l'Ouest Cameroun, très jeune. J'avais 21 ans, j'étais déjà mariée. Et il y a un tissu à l'Ouest Cameroun, le ndop. Bleu, très beau, tous, blanc, voilà. Moi, j'avais pas le droit de le porter. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être qu'à ce moment, c'était au moment où j'avais encore des divergences avec ma belle famille. J'étais pas acceptée, voilà, c'était difficile. Moi, ce tissu, je voulais le porter parce que quand il y avait des deuils, je voyais des femmes qui arboraient ce tissu. C'était prestigieux. Et donc, on m'a dit, t'as pas le droit de le porter, tu es étrangère. Ce tissu est réservé aux princes, aux notables, aux dignitaires bamileke. Et ça ne m'a pas blessée, mais je savais que je ne pouvais pas le porter. Donc j'avais de l'admiration parce que mon mari, par contre, mon mari est prince, mon mari pouvait le porter. Moi, je ne pouvais pas le porter. Et donc, des années après, mais alors plus de 30 ans après, on a enfin un tissu qui est Betty, un tissu que j'ai le droit de porter. Donc, je suis fière de le porter. J'étais contente et j'ai vibré quand j'ai su que ce tissu existait, qu'il avait été conçu et qu'il avait fallu une dizaine d'années au docteur Fouda pour le mettre en place et que ce tissu était chargé d'histoire. Que ce soit les 3 couleurs, que ce soit les symboles, que ce soit tout ce qui est dessus, tous les motifs en fait, ont une importance. Il y a une symbolique. Et dans mon travail, je travaille avec les symboles. Je travaille beaucoup sur la symbolique. Donc, je suis particulièrement attachée à ce tissu, à cette robe que je porte aujourd'hui. En tout cas, merci de nous l'a fait découvrir parce que je ne savais même pas que les Betty avaient un tissu. Ouais. Les écans aussi. Aujourd'hui, on a de plus en plus, les écans ont également un tissu. Mais là, aujourd'hui, je porte celui-là des seigneurs de la forêt et c'est ce que je suis. Je suis la reine de la forêt. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est tout ce qu'on aime. Donc, moi, tout de suite, je vais mettre les pieds dans le... Je ne sais pas si je commence par les bols ou si je commence par la question que j'avais prévue. Allez, les bols m'intriguent. Et je pense que je ne suis pas le seul. Bon, je vais mettre les bols en face de toi. OK. Voilà, il faut que tu nous expliques. Les bols népalais, ça sert à quoi ça? Moi, j'ai souvent vu ça à la télé. Alors, je les utilise dans mon travail, je suis sonothérapeute, c'est-à-dire que je fais de la thérapie par le son. Et je rappelle que dans le corps humain, tu le sais, on a 70% d'eau.
Donc, dans un bol, quand on va faire sonner un bol ou quand on va le faire chanter, parce qu'il y a deux façons de l'utiliser, on peut le faire sonner On peut le faire et chanter. on peut le faire chanter. Non, sans blague. Oui. J'ai un autre. Oui. Quoi, ça? Oui, voilà. Tiens. Donc ça va être pour le faire sonner, cela. Et ça va être pour le faire chanter. OK. Donc, en fonction de ce que je vais faire, si je le fais chanter, j'ai une vibration qui est plus longue. Et en fait, la vibration posée à certains endroits du corps ou même en simple résonance va venir créer des ondes. Et ces ondes vont faciliter la circulation. D'accord. La circulation de quoi? De l'eau ou des liquides dans le corps. Et ça soigne quoi? Ça traite quoi comme maladie? Qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça permet déjà de dénouer les tensions, par exemple. Ça permet d'harmoniser, ça permet d'équilibrer, ça permet de redynamiser, en fait. Et ça permet de dénouer les tensions, c'est-à-dire les tensions cristallisées, par exemple. On l'utilise, je ne vais pas dire qu'on va l'utiliser pour soigner les rhumatismes ou les douleurs ou des choses comme ça. Non, pas du tout. Mais ça permet d'harmoniser parce qu'on va poser les bols. Dans le massage sonore que moi je fais, je pose les bols aux 7 chakras du corps. On a 7 chakras et donc je fais chanter le bol sur chacun des chakras. Et il arrive, par exemple, au début d'un soin qui est des endroits, des régions du corps où le bol ne chante pas, où le bol ne résonne pas. Sérieux? Oui. Et que à la fin du soin, le bol se met à chanter, le bol se met à vibrer. Et le fait que le bol ne chante pas à un endroit, c'est une information que ça vient me donner sur l'organe, par exemple, qui est en dessous. Si on est au niveau du plexus, ou si on est sur le chakra du cœur, ou si on est au niveau de la gorge, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça dit quoi, du coup? Je peux poser la question, tout simplement. Je dis, par exemple, je me rappelle d'un client que j'ai eu une fois pour un massage sonore. Et au début, le massage, je précise qu'il se fait habiller. Donc, la personne c'était la première partie, la personne était allongée sur le dos. Oui. La personne était allongée sur le dos et je faisais les pieds. Donc, j'ai posé le bol, j'ai fait chanter le bol, il ne résonnait pas. Sur un pied, au niveau d'une cheville, ça ne résonnait pas du tout. D'accord. Et là, j'étais encore à mes débuts, donc j'ai un peu paniqué. Je n'ai pas compris, j'ai insisté, ça ne chantait pas. J'ai continué mon soin et j'ai quand même posé la question à la fin mais au début, le bol ne chantait pas au niveau de votre cheville gauche. Et la personne me dit, moi, je ne sais pas. On continue à parler et il revient, il me dit, mais je m'étais fracturée, j'ai eu une double fracture de la cheville. Oui. Il y a très longtemps, je faisais de l'athlétisme et j'ai été opérée sur cette cheville-là. Donc, je n'avais pas de ressenti. Je ne ressentais plus rien. Donc, pourquoi le bol ne chantait pas? D'accord. Et à la fin, le bol chantait. Donc, il y a eu comme une circulation parce que tout est énergie. Mon travail, je suis énergéticienne, mon travail, c'est de faire circuler l'énergie, que ce soit à travers la sonothérapie, que ce soit à travers le reiki, que ce soit à travers l'imposition des mains. C'est toujours une question, en fait, d'améliorer. On est malade quand l'énergie ne circule pas. Ou quand l'énergie ne circule pas à un endroit. Si on est malade du foie ou si on est malade, c'est que l'énergie ne circule pas comme il faut à cet endroit-là. Donc, on va utiliser différents outils, parmi lesquels donc la sonothérapie, les bols, pour essayer d'harmoniser, de faire circuler l'énergie. C'est pour ça que en énergétique, en tant qu'énergéticienne, je vais m'appuyer sur ce type de problématique. D'accord, ok. Donc ça veut dire que pour une personne qui vient te voir dans ton cabinet, à quel moment tu vas sortir ces bols? Alors ça dépend. La personne vient me voir, la personne peut venir me voir parce qu'elle a pris rendez-vous, parce qu'elle a entendu parler de sonothérapie. D'accord. Et donc, elle veut un massage sonore. Ah. Oui, elle veut un massage sonore. Mais moi, dans le cadre de mon travail, j'ai utilisé la sonothérapie pour accompagner les sportifs de haut niveau. Ah, ok. Pour développer, pour la concentration, pour la mémoire. J'ai accompagné des personnes qui étaient en préparation d'examen, par exemple. Ah oui. J'ai utilisé les bols également auprès d'enfants en bas âge, en milieu scolaire, pour aider à calmer les enfants dans la classe. On a utilisé les bols. J'ai utilisé les bols également chez les personnes âgées, en maison de retraite, en EHPAD. On a utilisé les bols, on a fait de la sonothérapie pour
aider tout simplement à favoriser l'endormissement, le sommeil, l'apaisement, la détente. Wow. Maintenant, il y a autre chose qui peuvent, comme pour chacun en fait, ça peut être chez toi, ça peut t'aider à dormir, chez quelqu'un d'autre, ça va faire pleurer la personne, donc ça va libérer des émotions qui étaient cristallisées. Chez d'autres personnes, ça va soulager un peu plus les douleurs, la personne va se sentir un tout petit peu mieux parce que l'énergie circule mieux en fait. Mais j'ai envie de dire, en soi, on m'a dit pourquoi on va venir chez toi alors qu'en soi, il faut juste prendre 2 bâtons et taper dessus, c'est bon, non? Ah, il faut déjà trouver les bols. Il faut déjà trouver les mais bols. ça Il faut avoir la Amazon, technique. Non, des trucs comme Il ça. faut avoir la technique. Ouais. Alors oui, mais non seulement ça se commande sur Amazon, mais moi je vais te dire, mon tout premier bol, tout premier, je l'avais acheté sur un marché. En France, c'était le marché d'Argelès. Je passais en touriste. J'ai été attirée par le bol. J'ai acheté le bol. C'était sur un marché. J'ai ramené le bol chez moi. Le bol ne chantait pas. Ah, tu tapais rien. Ça chantait pas. Et l'outil qui m'avait été donné pour taper sur le bol, parce qu'on vend toujours avec, ça marche ensemble. Je n'avais pas de résonance. J'avais un bol qui grinçait en fait. D'accord. Voilà. Ça avait été mal conçu. Mais pourtant, ça m'avait coûté cher. Non, mais c'était un bol qui avait, par exemple, été utilisé. Si moi, j'ai utilisé un bol, je sais pas moi, pendant 20 ans et que je le mets devant ma porte, tu sais comment déposer les objets qu'on ne veut plus, et que quelqu'un récupère et le met en vente sur un marché, tu l'achètes. Peut-être que le bol est chargé. Ouais. Peut-être que le bol, voilà, il est déjà chargé parce que j'utilise les bols, tu sais, pour nettoyer les lieux, pour nettoyer les pièces, les habitations et tout. Donc, le bol peut être chargé. Et si tu récupères le bol, il peut, à ce moment-là, ne plus émettre la vibration. Voilà. Ok. Donc ça, c'était mon premier bol. Ouais. Mais ensuite, je me suis formée et j'ai commencé à acheter des bols en fonction, parce que chaque bol correspond en fait. Tu as un do, tu as un ré, tu as un mi, tu as un fa, tu as un sol. Ah oui. Chaque bol, en fait, la résonance, oui. La résonance du bol correspond à une note. Ok. Bon. Donc voilà, commander sur Internet, c'est bien, mais ça ne fait pas le travail. Voilà. Ok. On Ça ne fait apprend pas tous le les travail. Et pour finir, je peux utiliser, c'est-à-dire tu peux venir pour un massage, tu peux venir vers moi pour un massage sonore. Je fais le massage sonore. Il y a un entretien avant, il y a tout un questionnaire parce qu'il y a des conditions. Tu peux pas avoir un pacemaker, par exemple. Tu peux pas avoir une blessure, genre tu sors de chirurgie. Ouais. Il y a des conditions dans lesquelles on va utiliser un bol ou pas. Tu peux pas avoir une prothèse auditive et on va faire résonner les bols, la vibration et tout. Wow. Tu peux pas être en début de grossesse, on va utiliser les bols, ainsi de suite, ainsi de suite. Ah ouais, Il y a même des personnes qui sont sous médicaments, sous traitement et tout. On va pas, il y a tout un questionnaire en fait. Il y a tout un questionnaire. Et je peux utiliser le bol pendant un soin, dans un accompagnement, dans une séance de coaching ou d'hypnose. Le son, je vais l'utiliser en fait quand je ressens que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Voilà. On apprend tous les jours. Alors, dis-moi, ça c'est une question que je me suis toujours posée. C'est quoi la différence que tu fais entre le mindset et ce qui relève du spirituel? Le mindset, le mindset nous apprend à penser mieux. Oui. Et je vais dire que la spiritualité nous apprend à être. Le mindset, ça va être la pensée, penser mieux. Et la spiritualité, c'est qui on est vraiment en fait, c'est être. C'est pour ça qu'on va vers la spiritualité, mais c'est très galvaudé. On fait n'importe quoi. Oui, c'est très galvaudé. Mais à la base, la spiritualité, c'est être, c'est découvrir, c'est se rappeler qui on est vraiment. C'est le but de toute une vie, c'est retourner à qui on est vraiment. Pourquoi est-ce qu'on est là? Quelle est notre mission? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? C'est ce qu'on veut découvrir à travers la spiritualité. On veut utiliser la spiritualité pour se rappeler. Mais on fait plein d'autres choses. Ok, très bonne réponse. Je n'avais pas vu ça à venir comme ça. Et c'est une question qui revient très souvent. C'est celle de savoir comment, écoute bien la question, hein, comment faire pour ne plus avoir peur de la sorcellerie? Ok. Déjà, quand on a peur, il faut identifier qu'on a peur. Et il faut accepter de traverser sa peur. Parce que tant qu'on ne traverse pas sa peur, ça reste, ça persiste. Et en même temps, la peur est aversive. Donc, quand on a peur d'aller voir ce qui nous fait peur. C'est vrai, oui, c'est vrai. Quand on a peur d'aller voir ce qui fait peur. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, la peur est aversive et
par expérience aujourd'hui, moi je dis, quand on a peur, il faut aller voir. Et il y a même un proverbe que j'aime bien qui dit que si la peur frappe à ta porte et que tu as le courage d'aller ouvrir, tu verras qu'il n'y a personne. J'aime beaucoup cette phrase. Si la peur frappe à ta porte et que tu as le courage d'aller ouvrir, tu verras qu'il n'y a personne. Il y a même une célèbre vidéo qui tourne sur les réseaux. Je ne sais plus de qui elle est, cette vidéo-là, qui montre une femme qui a peur et qui voit un loup et qui finalement traverse le loup et se rend compte que ce n'est que de la poussière, qu'il n'y a rien. Donc, il faut traverser les croyances. Pourquoi est-ce qu'on a peur ? C'est parce qu'on a entendu parler de sorcellerie. Est-ce qu'on l'a vu ? Est-ce qu'on l'a vécu ? On a juste peur. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais pourquoi est-ce qu'on a peur ? Pourquoi est-ce que on a, et je le vois dans mes accompagnements, je le vois dans les personnes qui viennent vers moi, qui ne vont plus dans leur village, qui ne parlent plus à certains parents ou à certains grands-parents parce qu'on dit qu'ils sont sorciers. Oui, parce qu'on dit, ouais. Ouais, on dit qu'ils sont sorciers. Donc, il faut traverser sa peur. Et parfois, on est tellement confronté qu'il faut, par exemple, aller au village, je ne sais pas moi, sur la tombe d'un parent, ou bien il faut honorer des défunts, ou bien il faut traverser cette peur-là, en fait. La peur est liée aux croyances. Ouais. Les croyances, c'est les pensées. Les pensées, c'est les mensonges. Les mensonges, c'est voilà, tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on a construit, en fait. Donc, ça ne nous appartient pas. La peur ne nous appartient pas. Derrière la peur, il y a qui on est véritablement. Oui, mais donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si moi j'ai peur de la sorcellerie, il faut que j'aille vers la sorcellerie ? Il faut voir pourquoi tu as peur, de quoi tu as peur, et tu traverses ta peur. Tu as peur de la sorcellerie, pourquoi ? De quoi tu as peur exactement ? La sorcellerie, c'est vaste. On parle de ton oncle, on parle de ton grand-père. Oui, parce que j'ai souvent vu, parce qu'on parle de sorcellerie, on dit qu'on peut te jeter un sort, on peut voler ton âme, on peut t'empoisonner. Tu vois, c'est des croyances alors. C'est des croyances. Et moi, je fais partie des personnes. Moi, on connaît un peu, j'ai déjà parlé de mon histoire. J'ai eu peur d'aller au village, j'ai eu peur de mes oncles. Parce que du côté de ma mère, comme mes parents étaient divorcés, du côté de ma mère, on disait que tout le monde chez mon père, c'est des sorciers. Même mon père était sorcier. Et du côté de mon père, on disait que du côté de ma mère, c'est tous des sorciers. Donc, le mot sorcellerie, je peux te dire que j'avais peur. Ouais. Et d'aller au village et tout. Mais j'avais peur. Mais j'ai traversé cette peur-là. Aujourd'hui, je ne pense pas, je ne me frotte pas à la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est véritablement ? Dans les accompagnements que je fais, dans les personnes que je rencontre aujourd'hui et qui en sont victimes, on en parle. Je dis, OK, dans votre histoire, voilà ce qui se joue. Dans votre famille, voilà ce qui se joue. Il y a une malédiction, il y a un sort, il y a ceci. Voilà comment ça peut. Ou bien voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de là. Il faut déjà accepter de déconstruire sa peur. Il faut déjà accepter d'aller voir, en fait. Donc, si on veut rester sur la sorcellerie, oui, il faut plonger dans la sorcellerie pour voir alors. Et est-ce que tu as encore peur de la sorcellerie ? Non, pas du tout. Et comment tu as fait pour sortir de là ? Alors, dans mon histoire, moi, j'ai travaillé sur moi. J'ai été formée, j'ai été initiée, j'ai fait des années de travail. Mais je ne me suis pas frottée à la sorcellerie, je ne me suis pas frottée aux sorciers ou quoi que ce soit. Je n'ai pas joué avec, non. Mais j'ai compris, je suis allée voir dans mon histoire, je suis allée voir la part qui me concerne dans mon histoire, dans ma famille, dans ma lignée. Je suis allée voir ce qui me concerne, moi, à mon niveau. Et c'est ce que j'ai traversé. Pour pouvoir m'en sortir, je savais qu'il faut que je traverse ça. Donc, moi, j'irai dans mon village. J'ai aucun souci, en fait. J'ai aucun souci. Si je dois aller dans mon village. Et qu'est-ce que tu as découvert qui a fait en sorte que je te dise la sorcellerie, ça ne me fait plus peur ? Genre, imaginons qu'un monsieur là, un sorcier comme ça, dit qu'allez, je jette un sort à Caroline. Elle, allez, quand elle va sortir, elle va faire un accident. C'est un sort qu'il te jette. Ça te fait peur ou pas du tout ? Non, parce que j'y crois pas. Ah ! Donc, pour ne pas avoir peur de la sorcellerie, il ne faut pas y croire, c'est ça ? Non, mais tu me poses la question par rapport à moi. Oui. Si tu me dis, le monsieur qui est là, il est sorcier, et s'il n'est pas content, il va te jeter un sort. Ouais. Oui, mais pourquoi ? Si ça lui plaît de jongler avec ses sorts comme des balles de magicien et que ça lui plaît de dire, toi, je te lance un sort, ou toi, je sais pas, mais moi, j'y crois pas, en fait. Je n'y crois pas. Ok. Bon, une personne lambda, elle fait comment ? Je dirais que, mais en fait, la question, pour une personne lambda, je dirais que la question n'est pas
C'est pas la question, en fait. C'est qu'est-ce qu'il en est véritablement? À quel endroit, à quel niveau ça se joue, en fait? Tu vois, dans ta peur, je t'emmène directement. Si tu es en face de moi et si tu es un client ou si tu es un consultant, je te dis directement, OK, ta peur, elle se situe où? Peur de la sorcellerie, OK, mais ça se situe où? À quel niveau dans ton corps tu as peur? À quel niveau? Les croyances, ce que tu crois, OK, pourquoi tu le crois? Qui te l'a dit? Quand est-ce que tu l'as vérifié? Comment ça s'est passé? Et on va te dire, tu vas tout entendre. Bah oui, la sorcellerie, on m'a jeté un sort parce que je ne trouve pas de boulot. On m'a jeté un sort parce que j'ai 48 ans, je ne suis pas mariée. On m'a jeté un sort parce que j'ai pas d'enfant. J'ai essayé, j'ai pas d'enfant. Je sais pas, peut-être même que tu es stérile, peut-être que tu n'es juste pas fertile, peut-être que... Mais tu vois, c'est une croyance, c'est une affaire de croyance. Donc, ramène la sorcellerie à... Dans ma famille, on ne se marie pas. Mes sœurs, personne n'est marié. C'est la sorcellerie. C'est parce que mes oncles sont sorciers. C'est parce qu'on nous a jeté un sort. C'est parce qu'il y a une malédiction. OK, ça reste d'abord des croyances. D'abord. Donc, pour les traverser, connais-toi. Connais-toi toi-même d'abord. Et c'est là où moi, je peux accompagner, en fait, à connaître. Je dis toujours, il n'y a que vous. Ne venez pas me parler de tous vos ancêtres, de tous vos grands-parents et même de vos voisins qui sont sorciers, qui frappent à vos portes la nuit. Ne venez pas me parler de ça. Il n'y a que vous. Et je vais toujours me cantonner à ça. Qu'est-ce qu'il en est de vous? OK, quand vous entendez frapper à la porte là, qu'est-ce qui se passe? Vous faites comment? Vous faites quoi? À quel moment vous entendez frapper à la porte? Quand je dors. OK. Donc quand vous dormez, vous entendez frapper à la porte. Vous dormez ou vous dormez pas? Et quand vous entendez frapper à la porte, ou bien quand vous entendez la marmite qui se lève dans la cuisine, c'est à quel moment? Parfois même, je répète la question. Parfois, je te fais poser la question. Et rien que là, ça commence à changer. Tu commences à voir tout le cinéma que tu t'es construit, ou alors le pouvoir que les croyances ont. Ouais, c'est vrai. Ne va pas dans ce coin-là, c'est dangereux. N'y va pas, c'est dangereux. Ne va pas dans cette zone-là, ne va pas dans cette pièce-là, c'est dangereux. J'ai entendu dire que le fait de... Tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce que le fait de croire à la sorcellerie ouvre des portes pour que les sorts nous atteignent, ou alors le fait de ne pas y croire du tout, ça nous protège? Reprends la question. Est-ce que le fait de croire à la sorcellerie, ça nous expose? Ça nous expose. Le fait d'y croire. Et à l'inverse, de ne pas y croire, ça nous protège. J'ai envie de dire oui et non, mais ça dépend encore de chacun. C'est-à-dire, tu y crois, est-ce que tu y crois? Pourquoi tu y crois? Et tu n'y crois pas, pourquoi tu n'y crois pas? Et si tu n'y crois pas, pourquoi est-ce qu'on en parle? Si tu n'y crois pas, il n'y a pas matière à en parler. Si tu y crois, si on en parle, ça veut dire que tu y crois, OK, et ça revient à « il n'y a que toi ». Pourquoi tu y crois? Qu'est-ce qui te fait y croire ou qu'est-ce qui te fait peur? Et on va traverser la peur, on va déconstruire la peur. S'il y a des illusions, on va déconstruire les illusions. Par contre, sachant que l'illusion n'est que réalité. Du point de vue du mental, l'illusion est une réalité. L'illusion est perçue comme étant la réalité. Oui. Ce n'est que quand on a traversé, quand on a déconstruit l'illusion, qu'on se rend compte qu'en fait, ce n'était qu'une illusion. C'est un peu le fameux, tu sais, c'est un peu le fameux phénomène, on ne voit pas, mais on ne sait pas qu'on ne voit pas. Oui. Voilà. Ouais. Ok. Bon, moi, j'aimerais vraiment avoir une réponse factuelle. Vraiment, je pense que je ne suis pas le seul. Croire, ça nous protège ou pas? Croire à la sorcellerie, est-ce que ça nous expose, oui ou non? Pour te répondre, dis-moi toi clairement, est-ce que tu y crois ou est-ce que tu n'y crois pas? Moi, je ne crois pas à la sorcellerie. Tu n'y crois pas. Non. De quoi est-ce qu'on parle? Non, je ne sais pas pour moi, je ne fais pas l'émission pour moi. Ok. On prend un auditeur lambda. Alors, un spectateur lambda, ok. Il y croit? Oui. Il croit à la sorcellerie? Oui. Et du coup, tu veux savoir si ça le fait qu'il y croit, ça l'expose? S'il y croit? Oui. Non, mais ça nourrit ses croyances. Le fait qu'il y croit, ça nourrit ses croyances. Et le fait qu'il nourrisse ses croyances, le mental, c'est quoi? Le mental, c'est la fonction de survie. Ça veut dire que plus tu as peur de quelque chose ou plus quelque chose semble dangereux, plus le mental a envie de te protéger. Et donc, le mental va t'aider à construire, à nourrir en fait la croyance, c'est-à-dire c'est mal, c'est dangereux. Et tu vas avoir plein de raisons de penser que c'est mal et que c'est dangereux. Et comme
on vibre, on est ce qu'on pense, bah, tu vas le vibrer, tu vas le manifester. Donc, tu ne vas faire que cette expérience-là. Mais pourquoi tu vas faire l'expérience? Bah, c'est pour voir ce qu'il en est véritablement. Ok, ça va. J'espère que je réponds à la question. J'espère que j'ai répondu. Vous allez nous dire en commentaire si elle a répondu. Si elle n'a pas répondu, dites aussi. Comme ça, on va revenir avec la question. Très bien, très bien. Oui. Voilà. Alors, vraiment, là, on a des pépites, là. Est-ce que, écoute bien la question, hein. Ok. Est-ce qu'on peut trouver les solutions à tous nos problèmes dans le monde invisible? Est-ce qu'on peut trouver des solutions à tous nos problèmes? Dans le monde invisible. Non. Il est question de... Pour trouver des solutions, il est question de se comprendre. Il est question de se connaître. Il est question de savoir qui on est, en fait. Quelle solution tu vas chercher dans l'invisible? Tu veux que je commence à déjà, mais déjà, quel est le problème que tu vas poser dans l'invisible? La solution, c'est quoi? Pour qui il y a une solution? La solution, c'est quand il y a un problème. Du coup, c'est la solution à quel problème? Il y a tellement de problèmes. Par exemple, est-ce que je peux trouver la solution... je peux poser la question différemment avant de parler de ce que je veux parler. C'est quels sont les problèmes dont les solutions se trouvent dans l'invisible et pas dans le monde physique? Ce n'est pas, je ne vais pas répondre comme ça, mais je vais dire tout ce qui concerne le transgénérationnel, tout ce qui concerne les défunts, les ancêtres, le passé, ça, on peut avoir des réponses, mais ce n'est pas des solutions. On peut avoir des explications, on peut avoir de la compréhension en allant chercher dans l'invisible, par exemple. Mais ce n'est pas les solutions. Ce n'est pas les solutions. Ouais. Et du coup, les solutions, donc ça veut dire que peut-être qu'on ne peut pas les trouver dans l'invisible. Les solutions sont ici. C'est nous, c'est là. Les solutions, c'est dans les actions. C'est pas de croiser les bras et de dire que c'est dans l'invisible. C'est-à-dire, on m'a fait ça dans la sorcellerie ou bien on m'a fait ça au village. Oui. Et donc, il faut que j'aille au village chercher la solution. Non. Ok, je comprends mieux. Et donc, je vais prendre un cas. Je n'arrive pas à trouver de mari. Est-ce que tu penses que je peux trouver la solution à ce problème dans l'invisible? On va résoudre le problème ici. Si pour toi le problème c'est je n'arrive pas à trouver de mari, déjà le problème n'est pas le problème, c'est-à-dire que le problème on ne va pas le résoudre là. Pour résoudre le problème, on est d'accord qu'il va falloir monter en conscience. S'il y a un problème sur le niveau où nous sommes, pour le résoudre, la solution elle est un cran au-dessus. Donc il va falloir accéder à un niveau de compréhension pour trouver une solution au problème. Ok, bon, on va faire terre à terre. Moi, je viens te voir, je suis une femme, je t'ai dit, j'arrive pas à trouver de mari. Qu'est-ce que tu me proposes là tout de suite? Comment on va faire? On va rentrer dans ton histoire. D'accord. Où est-ce que tu as cherché un mari? Pourquoi est-ce que tu le cherches? Pourquoi est-ce que tu veux un mari? Mais parce que j'estime que je veux fonder une famille. Et comment ça se fait que tu ne trouves pas? Tu en as trouvé? Je n'en trouve pas. Tous ceux que je trouve ne sont pas sérieux. On va donc travailler, on va donc commencer par déconstruire les croyances que tu as. Que tout ce que tu as trouvé, par exemple, je dis bien par exemple, ne sont pas sérieux. Par exemple, moi, il n'y a que toi. Donc, il n'y a que la personne qui vient me voir. C'est-à-dire, il n'y a que cette femme-là. Ok. Je vais refaire son histoire, je vais retracer son histoire pour comprendre depuis l'origine qu'est-ce qui se joue. Okay. Est-ce que tu ne trouves pas un mari parce que tu te sabotes? Est-ce que tu ne trouves pas un mari parce que tu ne crois pas que les bons maris existent? Est-ce que tu ne trouves pas un mari parce que tu honores des loyautés familiales? Est-ce que tu reproduis des schémas? Tout ça va se jouer au niveau de la personne elle-même. Ouais. Mais on va rentrer dans son histoire. Donc, je vais te poser plein de questions et on va répondre ensemble à ces questions-là. Ok. C'est ça le travail d'accompagnement. C'est pas du coaching, c'est de l'accompagnement. Et petit à petit, on va aller, s'il faut qu'on aille dans le transgénérationnel, c'est-à-dire en psychogénéalogie, ce que je fais, on va étudier dans le transgénérationnel s'il y a par exemple des loyautés familiales, des injonctions, s'il y a même des malédictions. On va les voir au niveau invisible, parce que dans le transgénérationnel, c'est de l'invisible. Oui. Donc, on va le voir, on va le traiter
sur la réalité, ici, on va le traiter, on va le guérir. Et ensuite, on va revenir à la réalité pour appliquer la solution, en fait. Par exemple, s'il faut faire des rituels, on va faire des rituels. Les rituels qu'on va faire, on va les faire là, dans la réalité, pour agir dans la symbolique ou dans le transgénérationnel ou dans le passé ou même dans l'invisible, on peut dire comme ça. Et une fois qu'on l'aura fait, on va continuer à agir au niveau réel ici. D'accord. Tu as parlé Ce qui se joue au niveau réel... Physique, tu veux dire? Oui, physique ou réel. Ce qui se joue ici dans la matière peut prendre sa source dans l'irréel, c'est-à-dire dans l'invisible. L'immatériel, ok. Voilà. Tu as parlé de malédiction. C'est une question que je me suis toujours posée. Qu'est-ce qui fait en sorte que... Est-ce que tu crois déjà au fait qu'on puisse maudire une génération ou une descendance? Est-ce que tu y crois? Ah oui, ça parce que je l'ai déjà vu. J'y crois, oui. Je crois. Oui. Et qu'est-ce qui ça existe. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'une malédiction puisse être appliquée par rapport à une malédiction qui ne va pas s'appliquer? Alors, ça va s'appliquer et ça va continuer à s'appliquer tant que ce n'est pas vu. C'est-à-dire? Tant qu'on n'en a pas parlé, tant qu'on ne l'a pas nommé. Je vais prendre le cas que je connais très bien. J'ai une connaissance, une proche, qui me dit que dans sa famille, l'un de ses ascendants avait piqué la femme de son ami. Et donc, cet ami-là a maudit toute la descendance. C'est une information qu'ils ont. Du coup, est-ce que le fait qu'ils aient cette information-là, la malédiction n'aura pas d'effet? Non, le fait qu'ils aient cette information, ils vont aller creuser pour comprendre si c'est vrai. Si un ami qui n'est pas de votre famille a la capacité de maudire toute une lignée, toute une génération. Et ça, je doute que ce soit possible. Donc, mais on va aller, en fait, tu vois, on va aller creuser, on va aller voir dans l'histoire de la personne. Si tu me dis que c'était un ami, je te dis non. D'accord. Donc, un ami ne peut pas maudire toute une famille. Une lignée. Une lignée. D'accord. Par contre, moi, je vais te prendre l'exemple de deux frères dans la même famille, deux frères qui se battent pour un héritage, qui se battent pour un terrain. Et l'un des frères empoisonne son frère. Donc, il tue son frère pour être le seul avec l'héritage et tout. Et la famille de celui qui est du frère qui est décédé du défunt, pleure le deuil. Ils pleurent, ils sont, voilà, les enfants, tout le monde pleure ce deuil-là. Il n'y a pas de réparation. Le frère, il est mort, il est enterré, c'est perdu, c'est un drame. Dans la famille de ce défunt-là, eux, ils peuvent maudire, c'est-à-dire la veuve ou les frères ou les enfants peuvent maudire la famille de l'autre. Ce n'est pas la famille de celui qui a tué qui va maudire, c'est plutôt la famille de celui qui a tué qui récupère la malédiction. Par exemple. Mais pour qu'il y ait malédiction, il faudrait bien que ça ait été nommé, que ça ait été jeté par quelqu'un. Je suis d'accord. Voilà. Mais pour ça, pour le comprendre, il faut bien que les descendants, il faut bien que les personnes qui sont vivantes s'asseyent pour le comprendre et qu'on remonte dans l'histoire pour voir où est-ce que ça s'est joué. Du coup, à quel moment c'est arrivé? Oui. Du coup, moi, j'ai pas la réponse. Comment je sais que la malédiction qu'on m'a lancée, que la personne, par exemple, imaginons que ton père ou ta mère te dise que je te maudis. Comment tu sais si cette malédiction prendra effet ou pas? Alors, lorsque tu viendras me voir, tu vas peut-être mettre en avant le fait qu'il y a eu une scène dans ton histoire où tu as été maudite par ton père. Oui. Et à partir de là, ça c'est très facile. On peut tout simplement défaire cette malédiction. Tu peux faire un rituel pour défaire cette malédiction. D'ailleurs, la malédiction, j'ai envie de dire qu'elle s'applique parce que tu y crois. C'est toi qui lui donnes un sens. C'est toi qui l'as fait vivre. Moi, je peux pas dire à mon enfant, je te maudis. Pour quelle raison? Même si je suis en colère, même si tu m'as humilié, même si, je sais pas moi. Le fait de dire je te maudis, c'est toi qui vas donner le pouvoir à ce que je dis. Parce que si tu prends deux enfants et que tu dis je te maudis et que tu as l'un qui rigole, qui n'y croit pas du tout, qui te dit n'importe quoi, mais il n'y croit pas. Mais tu as un autre qui s'arrête de vivre et qui dit je suis maudit. Oula, ma mère m'a maudit, je suis maudite. Oula, je peux pas trouver de mari,
parce que ma mère m'a maudite. Je peux pas trouver de boulot, c'est parce que ma mère m'a maudite. Tu y crois et tu nourris en fait la croyance. C'est ce que je n'arrête pas de dire. Tu nourris cette croyance-là. Et tu le manifestes parce que c'est ce que tu crois. Donc, tu commences à l'affirmer. Et l'univers, la vie te sert, la vie t'envoie ces expériences-là parce que c'est-à-dire tu reçois ce que tu demandes. Tu reçois ce que tu manifestes. C'est un peu comme si tu dis, vu que je suis maudite, vu que je porte une malédiction de ne pas trouver de mari, ok, je ne trouve pas de mari. Mais pour que ce soit vrai, pour que je comprenne que je ne trouve pas de mari, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je cherche un mari. Parce qu'en cherchant un mari, je ne trouverai pas de mari. Et là, je rendrai la malédiction vraie. Oui, au départ, je peux ne pas croire à la malédiction. Mais quand je me rends compte que, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maris, ça ne marche pas. Je peux commencer à me dire, peut-être que la malédiction après a marché sur moi. Ouais, mais peut-être aussi que ce sont tes croyances. Et peut-être qu'une fois de plus, tu rejoues tout simplement un scénario. Peut-être que ce n'est pas de l'ordre de la malédiction à ce moment-là. Ça peut être de l'ordre d'un héritage invisible. C'est ce qui arrive quand on est, par exemple, gisant ou quand on est en lien transgénérationnel avec une personne. C'est-à-dire, le plus courant, c'est quand c'est-à-dire quand ta date de conception correspond à la date de décès, par exemple, d'un de tes grands-parents ou d'un de tes ancêtres. Ah ouais? Oui, donc là, tu récupères, par exemple. Ou bien quand tu es l'homonyme d'une personne, tu récupères tu récupères les tares, si je peux dire comme ça. Tu récupères les tares de la personne. Ah oui? Oui. C'est ça que tu appelles concordance de date? Oui, concordance de date, de nom, de prénom et tout. Et à ce moment-là, ce n'est pas la malédiction, c'est un héritage invisible. C'est-à-dire tu l'as en héritage. Maintenant, tu peux appeler cet héritage la malédiction. C'est différent de quand c'est dit « je te maudis ». Ok. Pour rester là-dedans, vous savez que moi j'aime bien challenger les gens. J'ai une proche dans laquelle justement, la même famille, il y a cette notion de l'ami qui a maudit toute la famille, la lignée. Il a dit, chez vous, les mariages ne tiendront pas. Et donc, la mère de cette proche-là, elle a dit, dans son foyer, c'est pas tout rose. Et plusieurs fois, l'une de ses enfants lui a demandé de partir. Elle a dit qu'elle ne partira pas de ce mariage parce que son but, c'est de mettre un terme à la malédiction. Est-ce que ça se fait, ça, comme ça, selon toi? Oui, ça se fait beaucoup. Ça fait partie des injonctions et encore une fois des loyautés. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, même de manière inconsciente, qu'on fait par loyauté aux ancêtres, par loyauté à des phénomènes qui se sont passés avant. Et le fait que l'histoire de l'ami, quand tu as parlé de l'histoire de l'ami, il m'est venu que ça peut juste être un peu comme une coïncidence. C'est-à-dire que ça arrive dans une famille qui a véritablement quelque chose à travailler, qui a véritablement un bagage ou un héritage ou une malédiction à travailler en fait. Et si dans cette famille-là, dans la famille de ton ami, toutes les femmes, justement, la mère reste dans le mariage et ne veut pas partir alors qu'elle ne va pas bien, les enfants, les filles, c'est-à-dire, imaginons qu'elle ait, je ne sais pas moi, 3 ou 4 filles. Les filles se construisent sur quoi? On se construit beaucoup sur l'exemple de nos parents. Oui. Donc, les filles comprennent que dans un mariage, déjà, on reste alors que ça ne va pas. Elles se construisent avec ça. Ça veut dire que si la première fille va dans un mariage, trouve un mariage, elle y restera quoi qu'il advienne. Et donc, le cycle ne va faire que se reproduire. C'est un cycle qui va se reproduire jusqu'à ce qu'on arrive à un moment de la génération où il y aura une personne qui va dire « Mais non, en fait, moi, je ne suis pas heureuse. Et j'en ai marre de ça. Moi, je pars. » Et donc, est-ce que là, ça va mettre un terme au cycle ou pas? Mais on rejoue, en fait, il y a des scénarios qu'on choisit de rejouer de manière inconsciente. Et tout cet inconscient-là, c'est cette partie qui est invisible, en fait, qu'il faut ramener à la conscience des personnes dans les visibles ici. Il faut leur expliquer que ce qui se passe ici, un peu comme, j'ai envie de dire, vous héritez d'une histoire, vous héritez de l'histoire de vos ancêtres, vous héritez de ce qui s'est passé. Mais le fait que vous héritiez, ce n'est pas une condamnation.
Ah ça oui, ne c'est vous bien, ça. condamne Oui, c'est pas. vrai, oui, ça, c'est vrai. Voilà. Ouais. Vous pouvez en faire quelque chose. Ouais. Et donc, il faut aller chercher l'héritage qui est encore classé dans le monde invisible, qui est dans l'invisible aujourd'hui, pour le ramener dans le monde visible ici, le traiter. Et après, vous avez le libre arbitre d'avancer ou d'écrire votre histoire, ou alors de jouer le scénario, c'est-à-dire d'accepter le sort, et puis de répéter le schéma encore et encore et encore. Et le schéma va se répéter de génération en génération. J'aime beaucoup ton approche parce que ça remet le pouvoir entre les mains d'entre guillemets de la victime. Oui, parce qu'il n'est question que de la victime. Ouais. C'est pour ça que moi j'ai écrit mon livre et que mon livre c'est prendre ta place. Accepte de prendre ta place. Non, c'est fort ça. Tu as dit quoi? L'héritage n'est pas la condamnation. Non, c'est c'est pas une condamnation. Voilà. Ouais. Vous recevez un héritage, vous héritez de quelque chose, de vos lignées, de vos ancêtres, de vos parents. Même si vous héritez de la pauvreté, ce n'est pas une condamnation. Pas du tout. Ça, c'est fort, vous avez le libre arbitre de réécrire l'histoire. Ouais. J'aime beaucoup. Ça va, ça sort bien jusqu'à présent. Ok, on va poursuivre. Est-ce que il t'est arrivé qu'il y ait des gens qui viennent te voir parce qu'ils trouvent que ça fait trop longtemps qu'ils sont au chômage, ils estiment que c'est toi qui as la solution à leur problème de chômage? Oui, même si je ne travaille pas chez Pôle emploi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Alors oui, je reçois beaucoup de personnes qui me contactent, qui veulent des rendez-vous ou qui veulent même simplement des échanges, qui veulent comprendre, qui veulent poser des questions. Et je pose toujours des questions. Là, vraiment, je suis dans la posture, là, aujourd'hui, depuis que je fais ces podcasts. C'est un exercice où je réponds aux questions. Alors que dans mon travail, je pose les questions. Ah oui, ça change, ouais. Je pose énormément de questions. Parfois, je fais un entretien. Je peux faire un entretien de 2h30 où je pose 200 questions à une personne. Oui. Parce que c'est dans les questions, les réponses qui permettent d'écrire l'histoire. D'ailleurs, pose la question. C'est parfois très difficile de formuler ton besoin en une question. Donc, les personnes disent, ça fait partie des problèmes, beaucoup plus des hommes. Les femmes se plaignent moins d'être au chômage. Les hommes, c'est vraiment, j'ai perdu mon boulot, ça fait 3 ans que je ne travaille pas, ou bien ça fait 6 mois, j'arrive à rien trouver, je suis au chômage, plus rien ne va, je n'ai plus rien, je suis rentrée, j'ai libéré mon appartement, je suis rentrée m'installer chez un cousin, des choses comme ça. Avant de dire que j'ai la solution, moi, ce que je propose, ce que j'apporte, c'est vraiment c'est l'éveil, en fait, si je peux dire comme ça. C'est l'éveil, c'est la prise de conscience. Déjà, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe là? Depuis quand? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as comme compétence? Pourquoi tu ne trouves pas de travail? Le travail que tu cherches, c'est lequel? Ou alors le travail que tu faisais, c'est lequel? Et est-ce que c'était ce que tu étais appelé à faire? Est-ce que c'était en lien? Est-ce que c'était ta mission de vie? Ou alors est-ce que tu l'as perdu? Est-ce que tu n'as pas encore compris? Parce que la vie, les épreuves qu'on traverse, et c'est un peu dur de le dire, mais il faut que vous l'entendiez, derrière chaque souffrance, il y a un cadeau. Il faut le trouver, le cadeau. Si je suis dans un boulot, je ne suis pas à ma place. Moi, j'ai été esthéticienne médicale. J'étais la première au Cameroun à avoir ce diplôme d'esthéticienne médicale certifiée. J'ai été diététicienne. Je n'étais pas dans mon couloir. J'avais un boulot. J'avais des clients, mais je n'étais pas à ma place. C'était pas ce que j'étais censée faire. Et il a fallu que je traverse une longue traversée du désert qui a duré presque 5 ans, où je n'avais plus de boulot, où j'ai dû faire le ménage, où j'ai dû faire plein d'autres choses, où j'ai dû ne même pas travailler, où j'ai dû, voilà. Parce que je n'étais pas à ma place. Et quand je l'ai compris, c'est là où je me suis mise sur les rails, c'est-à-dire que j'ai repris mon couloir. C'est vraiment comme si, tant que tu vis, tu nages dans la mauvaise eau, tu n'es pas dans ton couloir, ça peut arriver que tu sois basculé de force, c'est-à-dire contraint de changer de couloir. Mais il faut amener la personne à prendre conscience, parce que ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est ce qui se joue dans la plupart des cas. Ça ne veut pas dire que si vous perdez un boulot, mettez-vous à danser parce que c'est... Mais c'est les niveaux de conscience, en fait. Comprenez? Parfois, vous perdez un boulot
et vous faites même 1 an ou 2 ans. Mais vous trouvez un autre boulot, peut-être, qui est mieux payé, ou un autre boulot qui est un peu plus près de chez vous, ou un autre boulot où vous êtes beaucoup plus épanoui. Oui. Vous avez un meilleur patron, vous avez des meilleurs dirigeants, ou bien il y a une vision d'entreprise. Il y a des personnes que je connais, qui sont dans des boulots et qui disent « Je ne gagne pas grand-chose, mais dans cette entreprise-là, il y a une hiérarchie qui porte les employés. On est comme dans une famille, il y a un esprit de famille en fait. Ouais. Donc je ne gagne pas grand-chose, mais je reste là. Et pourtant, avant, la personne était patron, gestionnaire dans une banque, machin. La personne se retrouve dans une toute petite entreprise agroalimentaire aujourd'hui et il vous dit ça. Et donc, c'est là le cadeau. Le cadeau, ça peut être ça. Donc, niveau de conscience, après niveau de conscience, vous arrivez à voir que, OK, je suis au chômage depuis, ça fait longtemps, mais qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous êtes au chômage et est-ce que vous vous plaignez ? Est-ce que vous étudiez les offres d'emploi dans le même secteur où vous étiez ? Est-ce que vous faites une nouvelle formation pour apprendre autre chose ? C'est de ça qu'on travaille en fait. C'est pour ça que il n'y a que vous. Et comment ? C'est-à-dire le problème, OK, c'est je suis au chômage, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que vous faites vous ? Pourquoi vous vous retrouvez au chômage ? OK, mais ça vous amène à quoi ? À quoi est-ce que vous êtes appelé ? À quoi est-ce que vous êtes convoqué ? Ah, c'est profond, ça. Oui. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent nous voir par rapport à ça. C'est l'une des plus grosses problématiques, ouais. Ah ouais ? Ouais. C'est très dur pour un homme lorsqu'il a perdu son boulot. Oui. Sa source de revenus sur. Voilà. Lorsqu'il a perdu son boulot. Et il y a beaucoup d'hommes, et je me rappelle qu'une fois ça m'a touchée parce que j'ai eu un homme qui était entretenu par sa femme, c'est-à-dire qui avait perdu son boulot. Et là, ça faisait 4 ans pratiquement qu'il ne bossait pas. Il était dans un autre pays. Il était entretenu par sa femme. Et le petit boulot qu'il faisait, alors il avait un parcours d'ingénieur, informaticien et tout. Et là, il se retrouvait dans le pays où il était, en train de faire de la menuiserie dans l'atelier de son beau-frère, donc du mari de sa femme. Voilà. Et c'est sa femme qui ramène l'argent à la maison et tout. Et c'est quelqu'un qui devait rester à la maison avec les enfants parce qu'il gagnait moins. Ouais. Donc c'est... Alors, mais il sentait diminuer forcément. Complètement. Mais il était effondré par rapport à ça. Il le vivait très mal. Donc la question, ce n'était pas de lui donner un nouveau boulot. La question, c'était de comprendre son histoire, de comprendre qu'est-ce qui se joue, de comprendre qu'est-ce qu'il doit faire, à quoi est-ce qu'il est convoqué en fait. Considérez que c'est un appel, à quoi est-ce que vous êtes convoqué, parfois même derrière un divorce. J'ai été également touchée par ça une fois, de voir quelqu'un qui était divorcé, qui avait divorcé après un divorce qui a duré des années à se déchirer, et voir le monsieur rencontrer une femme, se mettre avec cette femme, avoir des enfants, être heureux, être paisible, alors qu'il était marié avant. Et que le divorce a été, ils se sont déchirés pour ce divorce-là. Mais après, il est heureux. Et la femme refait sa vie, elle est heureuse. Mais qu'est-ce que ça te dit, ça, de voir ça ? Mais que le divorce a été un cadeau. Cette phrase, elle est bizarre quand même. Ben oui. Mais c'est long. Entre les deux, c'est très long. Mais oui. Pourquoi tu es heureux ? Je suis désolée. Pourquoi tu es heureux ? On va dire, avec Chantal. Tu étais marié avec Patricia. Vous avez divorcé, c'était la catastrophe. Vous vous êtes traité de tous les noms d'oiseaux. Et aujourd'hui, tu rencontres Chantal. Ou tu rencontres Patricia, je sais pas moi, je prends des exemples comme ça. Et vous êtes heureux. Vous refaites une vie, tout est paisible. Tu es vraiment heureux. Et limite, tu pourrais dire merci à ton ex-femme. Parce que c'est ce divorce qui permet... C'est cette cassure, c'est cette porte qui s'est fermée qui a ouvert la porte sur une autre. Jusqu'à la prochaine. Oui. Si la prochaine, oui. Si tu n'as pas compris, si justement tu n'as pas compris, c'est là où le niveau de conscience intervient éventuellement. Parce que... mais après aussi, il y a souvent des phrases qui disent que le mieux, c'est l'ennemi du bien. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Moi, je reste toujours très... Il n'y a que toi. Il n'y a que toi.
C'est pas parce que tout le monde. On dit aux femmes, par exemple, et je sais que je touche un point sensible. On dit aux femmes de partir quand ça ne va pas. On dit aux femmes dès les premiers coups, dès que ça ne va pas, dès que ça commence, tu t'en vas, tu pars. Boulot, pas boulot, situation, pas situation, tu pars. Tu te choisis, tu pars. Ok. Pourquoi toutes les femmes ne sont pas capables de partir? On le dit. Et il y a des institutions, il y a des accompagnements, il y a des avocats, il y a des tribunaux, il y a des psychologues, il y a des structures, il y a des foyers, il y a tout ce qui se met en place pour accompagner ou pour soutenir, soi-disant. Mais pourquoi toutes les femmes ne sont pas capables de partir? Pourquoi il y en a qui restent? Peut-être parce qu'elles manquent de courage. Il y en a, du coup, ça ramène à il n'y a que toi. C'est ce que moi je traite. Ah, oui, okay. Je traite toi. Ouais. Je t'emmène toi à gérer, à prendre conscience de comment ça se joue à ton niveau. Pourquoi tu ne pars pas? Parce qu'il y a les enfants? Parce que tu ne veux pas laisser le statut de femme mariée? Parce que vaut mieux, on le dit, tu vois, il y a plein de choses qu'on dit. Vaut mieux vivre avec un diable que tu connais qu'un saint que tu ne connais pas. Ouais. Il y a plein de choses qu'on dit. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est à ton niveau, pourquoi? Est-ce que tu es en train de répéter un scénario? Est-ce que tu es en train de rejouer un film là? Est-ce que tu es dans une loyauté familiale? Est-ce que tu es dans une injonction? Est-ce que tu es dans une malédiction? Est-ce que tu es dans un héritage invisible? Qu'est-ce qui se passe à ton niveau? Et c'est quand tu prends conscience de ça que tu sais. Il y a des personnes qui ne partent pas parce qu'elles ne veulent pas recommencer. Parce que même dans l'inconfort, même dans l'infidélité, dans la tromperie, dans les mensonges ou même dans la violence, il y a peut-être un minimum de confort. Peut-être il y a une belle villa, peut-être il y a des voitures, peut-être il y a un titre, peut-être il y a des choses qui font que, ok, je reste parce que moi, j'ai peur de la pauvreté ou bien moi, j'ai peur de manquer, donc je reste là. Il y a aussi les croyances. Je me sacrifie. Ou alors, qui aime bien châtie bien. Il y a tellement de merde. Je travaille avec toi et je t'emmène, toi, à prendre conscience à ton niveau. C'est pour ça que je fais de l'éveil, je fais de l'accompagnement, je t'accompagne, toi, à savoir qu'est-ce qui se joue. Ce n'est pas parce que les autres partent, ce n'est pas parce que les autres même ont des frères qu'elles peuvent appeler, ou bien parce qu'elles ont un oncle qui est magistrat, ou parce que c'est toi, à ton niveau, comment ça se joue. Intéressant. Quand tu es la seule de ta famille qui s'est mariée, et que tout le monde t'envie parce que tu es la seule qui t'est mariée, c'est difficile de partir. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est entre guillemets une prison. Oui, c'est difficile de partir. Donc, c'est des loyautés. Il y a des choses comme ça qui se jouent et que je vois, mais pratiquement tout le temps. Les hommes ont un problème, les hommes ont des problématiques récurrentes. Les femmes, c'est pareil. Ouais. Ok, merci. Alors, là, j'ai regroupé 4 petites questions. Tu penses que c'est des problèmes que beaucoup de gens rencontrent et j'espère avoir la réponse de ton côté. Écoute bien. Comment est-ce que le monde invisible peut nous aider à devenir riches financièrement? Imaginons quelqu'un vient te voir. Caroline, je veux devenir riche. Ah, j'appelle Valère. Pour que tu donnes... Non, mais pour que je t'appelle, pour que tu donnes le contact le truc de l'organisme de l'association ou du réseau où tu as voulu aller là. Parce que là-bas, on devient riche. Parce que moi, je ne connais pas encore de parties, de zones de l'invisible qui distribuent l'argent, ça, je ne connais pas dans l'invisible. Je ne sais pas ce que je fais. Donc, tu viens me voir, je ne sais même pas comment quelqu'un va m'écrire, m'envoyer un message, me dire je viens parce que je veux être riche. Ah non. Ça dépasse l'entendement, là, c'est pas possible. Ah, mais ça peut arriver, hein. Peut-être que dans 2-3 jours, tu vas recevoir un message comme celui-là. Non, je vibre. Les personnes qui viennent à moi, c'est les personnes que je peux accompagner. Les personnes qui viennent à moi, c'est les personnes que je peux aider. D'accord. Ouais. Ok. Et donc, les personnes viennent avec des problématiques. Et même quand ça me semble difficile, je pose la question. Est-ce que je peux? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je l'accompagne? Je choisis les personnes que j'accompagne. D'accord. Je peux te dire que je choisis les personnes. Ah, j'aime beaucoup l'honnêteté dans tes réponses. Oui. J'aime beaucoup l'honnêteté dans tes réponses. Tu sais, il y a les niveaux d'enseignement. Quel est le niveau d'enseignabilité d'une personne? Il y a des personnes à qui
on ne peut rien apprendre. Ouais. Ils ne sont pas capables de recevoir des enseignements. C'est comme dans les conférences, c'est comme dans les amphis, dans les salles de classe. Tu as des gens qui ne peuvent pas... C'est-à-dire, tu as beau transmettre l'enseignement, le professeur, quand il rentre, il enseigne un truc, il sait que, OK, il y a 1000 personnes devant moi. S'il y a 20 qui ont compris, c'est OK. Les 1000 ne sont pas capables de comprendre. C'est vrai, Et il y a les niveaux d'enseignabilité. Donc, je demande que les personnes qui viennent à moi aient un minimum de niveau d'enseignabilité, qu'ils soient déjà capables d'être enseignés. Parce que dans l'accompagnement, ce que je fais, c'est de l'enseignement. Amener quelqu'un à prendre conscience de ce qui se joue. Quand je pose une question, quand je dis à quelqu'un qui vient me voir, je dis « Oui, madame, je veux un rendez-vous. Alors, j'ai pris un rendez-vous avec vous demain pour... je dis « OK, 1 heure. OK, c'est quoi votre problème ?» C'est la merde, hein, madame. J'ai 52 ans, je n'ai plus, ma femme est partie, ça fait 4 ans que je suis seule. J'ai 2 enfants qui ne veulent même pas me voir, on n'est plus en contact. Ils ont avalé tout ce que leur mère leur a dit. Donc, pour eux, je suis le mouton noir. Vraiment, c'est compliqué. J'ai eu une très belle vie, hein, mais aujourd'hui, ça fait presque 20 ans depuis que je suis avec cette femme que c'est la descente aux enfers. Elle m'a tirée vers le bas. Je n'ai pas... Et tu veux 1 heure. Tu veux prendre un rendez-vous, tu veux un créneau d'1 heure pour résoudre ça. Ah oui, c'est vrai. C'est pas... Tu es enseignable ou pas? Qu'est-ce que je vais t'expliquer? Dans les 1 heure, qu'est-ce que tu vas comprendre? On va parler de quoi? Je vais te dire que ta femme, c'est pas le problème c'est toi. Tu as 52 ans, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends pas? Est-ce que le problème, c'est tes enfants? Est-ce que le problème, c'est toi? Est-ce que le problème, c'est ta femme et tes enfants? Est-ce que le problème, c'est la société? C'est quoi le problème? OK. Donc, bref, pour si répondre vous à la voulez question devenir de riche. l'argent, voilà. Non. C'est OK. chercher les réseaux, les machins bizarres là. Là, on va poser la question ne trois venez pas fois. me voir pour l'argent. OK. Comment est-ce que l'invisible peut me permettre de me relever après avoir tout perdu? Alors, je vais dire ça en éveil, prise de conscience et action. Il faut prendre conscience, il faut comprendre, donc l'éveil, et il faut poser des actions. Tu peux te relever de tout. Quand ça ne va pas, tu peux te relever, ça revient au libre arbitre en fait. Tu comprends, tu fais le tri, c'est-à-dire que tu acceptes ce qui vient de tes ancêtres, ce qui est ligné, ce qui est héritage, ce qui est même malédiction. J'ai des gens qui disent, oui, j'ai déjà entendu ma mère parler au téléphone avec ses sœurs de la malédiction dans sa famille. J'ai déjà entendu, mais je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et la personne, quand il est en séance, quand il est en cabinet, il le redit. Il dit, oui, j'entendais ma mère tout le temps parler de oh, la malédiction, oh, le truc. Est-ce que c'est... Donc, je sais que dans la famille de ma mère, je sais que dans mon histoire, il doit y avoir quelque chose comme ça. J'ai déjà entendu ce mot. Ma mère parlait tout le temps. Et ma mère va tout le temps chez les voyants, tout le temps chez les marabouts, tout le temps. Et quand tu vas regarder, par exemple, dans l'histoire de la personne, tu vas voir que la mère a un travail, une très bonne situation. Les sœurs de la mère, très bonne situation. C'est une famille où toutes les femmes ont réussi. Et tous les hommes sont en arrière. C'est les femmes qui portent les familles. Et elles sont comme ça, par exemple, 5 ou 7 des femmes. Donc, on peut effectivement travailler et voir que, ah oui, il y a certainement une malédiction quelque part. Il y a certainement quelque chose qui se joue de l'ordre de ces femmes-là ne vont pas... Il n'y a pas d'homme, en fait, qui a une place. Il n'y a pas de j'ai pas envie de dire d'homme avec des couilles qui va être là. Il n'y a pas le mal, en fait. C'est vraiment les femmes. Il y a comme une loyauté où peut-être qu'il y a un homme dans la génération, dans la lignée de femmes, il y a quelque part une femme qui a soit été trahie, soit déçue, soit même tuée par un homme. Et ça a éteint le pouvoir du masculin. Et donc, les lignées, les femmes ont récupéré que on fonctionne, en fait, seuls. C'est nous qui portons la famille. C'est nous qui ramenons. On n'a pas besoin des hommes. Et tu vas voir ces femmes-là qui transmettent à leurs filles, à leurs enfants, que tu n'as pas besoin d'un homme. Tu dois faire des études, tu dois travailler, tu dois être indépendante. Les hommes ne t'apporteront rien. Les hommes, c'est des menteurs, les hommes, c'est des... Et tu vois bien que ta mère a un père qui gagne moins, qui gagne 3 fois moins qu'elle. C'est elle qui ramène, c'est elle qui construit les maisons, c'est elle qui voyage, c'est elle qui finance les études des enfants, c'est elle qui soutient la famille et tout.
Et donc, comment tu te construis avec ça? Comment tu te construis? Quel est le regard que tu as de l'homme à ce moment-là? Tu as beau chercher un mari, mais tu cherches quoi en fait? Tu cherches un mari qui va être vide. Sinon, il faut déconstruire la croyance que les hommes sont mauvais, que les hommes sont dangereux. Et donc, déconstruire la croyance, et c'est ça, c'est remettre l'église au milieu du village. Ouais. Donc, c'est prendre conscience. Et après, tu poses une action. Donc, tu as dit éveil, prise de conscience et action. Action. Il faut toujours poser une action. Tu as le libre arbitre, mais qu'est-ce que tu en fais? Tu as des personnes qui reçoivent les informations et qui n'en font rien. Ouais. Et tu as des personnes qui posent des actions. Et qui posent des actions sans être convaincus, sans chercher à savoir quel sera le résultat. Madame, est-ce que ça va marcher si je fais ça? Comment tu le sauras si tu ne le fais pas? Ce n'est qu'en le faisant que tu sauras si ça marche. Ok. Bon, je pense qu'on a abordé la question. C'était comment est-ce que l'invisible peut nous permettre de trouver un mari? On a déjà abordé le sujet. Alors, question. Pourquoi est-ce que certaines femmes attirent toujours ou très souvent le même profil d'homme? Là encore, il y a une... Déjà, c'est un schéma répétitif. Quand tu me dis que tu attires tout le temps le même profil, tu tombes toujours sur peut-être sur des menteurs ou sur des pervers narcissiques. Oui, ou sur des... oui. Bah, tu dis bien, on vient de dire dans la question, même la réponse est là. Tu les attires. Ça veut dire que tu vibres sur la fréquence où les pervers narcissiques vont te localiser. C'est ce que tu émets. Et donc, pour ne plus être là, il faut déconstruire une fois de plus la croyance. Déconstruire une croyance, et c'est ce que moi, parfois je dis, c'est mourir, c'est accepter de mourir à qui on n'est pas. Quand on déconstruit le mot, il est dur. Parce que la croyance, oui, mais moi je suis comme ça, mais moi j'ai 40 ans, mais moi j'ai toujours grandi comme ça, moi j'ai toujours cru, c'est ce qu'on m'a dit. Ben, il faut le déconstruire. Et donc déconstruire, c'est accepter de se dépouiller de ses croyances, de mourir de ce à quoi on n'est pas. Parce que si tu es là, si tu te plains, si tu en souffres, c'est parce que ce n'est pas ce que tu veux. C'est pas ce que tu... c'est pas ce qui... c'est pas ça, je sais pas comment dire ça, mais c'est pas qui tu es, disons comme ça. Et donc, il faut accepter de mourir à qui tu n'es pas pour pouvoir naître à qui tu es. C'est un peu comme il faut vider ta tasse pour pouvoir remettre de l'eau ou la remplir à nouveau. Il faut la vider, en fait. Tu peux pas rajouter. Et donc, dans ce schéma répétitif-là, qui se joue, c'est ça. Il faut remettre en question, il faut parler de toi. D'où ça part? À partir de quel moment? Comment tu t'es construite? Quels sont les mensonges que tu as construits sur l'homme? Qu'est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu vis une vie de sacrifice? Est-ce que tu vis une vie de loyauté? Qu'est-ce que cet homme t'apporte? Qu'est-ce qui te fait tenir? Qu'est-ce qui te fait rester? Mais une fois qu'il est parti, une fois que la précédente relation est finie, tu n'as pas vu le cadeau. Tu es resté dans ta zone de confort qui est inconfortable. Et du coup, tu émets la même chose, tu vibres la même chose. Donc, tu retombes sur un homme après 1 mois, 6 mois, 1 an. Pervers narcissique à nouveau. Et comment tu changes de vibration, du coup? Tu manifestes. Déjà, tu déconstruis. Il faut toujours vider, il faut toujours déconstruire. On ne peut pas mettre du neuf, ou alors on ne peut pas, c'est ma grand-mère qui disait, il faut être propre. Quand tu achètes un nouveau vêtement et que tu veux le porter, il faut être propre, il faut bien te laver. Tu te frottes bien pour pouvoir honorer ton vêtement. Ouais. Donc, il faut vider, en fait. Il faut accepter de vider pour mettre du nouveau. Il faut accepter de lâcher ces croyances-là. Il faut les défaire, il faut les laisser. Et tu verras qu'après, tu as de la place. Tu as un boulevard qu'on appelle le potentiel, qui est illimité. Et en général, vraiment, en général, c'est dès l'instant. Dès l'instant où tu commences une action, un pas, les choses se mettent en place. Mais voilà, ça peut prendre du temps, comme ça peut ne pas. Et tu penses que toi, pour quelqu'un qui vient te voir en consultation ou bien pour un accompagnement, ça peut prendre combien de temps? Si tu décides de l'accompagner? Lorsque je décide d'accompagner, c'est entre 12 et... Alors, en 12 séances, donc ça ferait 12 semaines parce que c'est un accompagnement, c'est une séance, un entretien par semaine. Et il y a des personnes pour qui ça peut être plus long. Donc, on va être sur 12 à 14 semaines. 12 à 14 semaines. Oui, pour un accompagnement de transformation. Ouais, en fonction de la problématique. Et sinon, ça va être des séances ponctuelles ou des séances individuelles de clarification ou de guidance. Et la personne peut
La personne peut faire son chemin, la personne peut poursuivre son chemin seule. Il y a des personnes qui ont déjà travaillé sur elle, qui ont déjà fait des recherches, qui ont déjà même fait des accompagnements et tout. Et donc, quand ces personnes arrivent, ça va beaucoup plus vite. Mais en général, mes accompagnements, c'est des semaines, c'est une douzaine de semaines. Ouais. C'est à peu près 3 mois. Ouais. Alors, de transformation. Ouais, de transformation. Je dis bien de transformation. Tout le mot, c'est vraiment ça. C'est de la transformation. Parce que c'est changer le mindset. Je le fais souvent avec... c'est de l'inversion, tu vois. C'est comme si on est comme ça. Et il faut... Alors, c'est comme si on est comme ça et il faut s'inverser. Il faut passer dans l'autre sens, il faut s'inverser. Et ça prend le temps que ça prend avec la déconstruction, avec le dépouillement, et ensuite la renaissance, et ensuite la reprogrammation. D'accord. Ok. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te voir parce qu'ils avaient l'impression que dans leur vie, rien n'allait? C'est pour ça particulièrement, c'est pour ça qu'ils viennent. Essentiellement, les gens, ils viennent pas parce que tout va bien. Les gens, ils viennent parce que les choses ne vont pas et parce que c'est-à-dire, ils se retrouvent acculés, ils se retrouvent à un endroit, c'est-à-dire dos au mur. Ils peuvent plus reculer. Ça va tellement mal de tous les côtés. Et il y a aussi des personnes qui viennent parce que ils sont appelés. C'est-à-dire que c'est... Les personnes qui viennent à moi, c'est des personnes que je peux accompagner. Et donc, c'est des personnes qui ont ce travail à jouer parfois de briser les cycles, d'être la personne qui va remettre de la lumière, qui va remettre de la clarté. Mais pour le faire, pour toute une lignée, il faut déjà le faire vis-à-vis de soi-même. Donc, c'est vraiment pour ça que les personnes viennent. Parce que ça ne va pas, parce que ça fait longtemps, parce que plus rien ne va, ou alors parce que depuis un moment, je fais des rêves bizarres. Depuis un moment, je sens que vous avez parlé d'invisible, vous avez parlé d'ancêtres. Et puis moi, ça m'appelle beaucoup. Mais parfois, vous avez des gens qui viennent et vous dites, mais vos parents, les parents sont morts depuis 25 ans. Ça fait des années que les parents sont morts. Et ça se joue maintenant. Et la personne arrive en ce moment. Je dis oui, parce que de l'autre côté, le temps n'existe pas. Donc 25 ans, de l'autre côté, c'est pas 25 ans, il n'y a pas la notion du temps. Ouais. Et donc c'est le moment en fait, c'est le moment où vous avez quelque chose à faire. Et les personnes qui ont peur, les personnes qui n'osent pas, je dis OK. C'est OK si vous voulez pas, si vous avez peur, si vous ne le sentez pas. Ce qui est sûr, c'est que dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, vous en serez au même niveau. Et si vous ne revenez pas, ce sera peut-être, vous irez peut-être vers quelqu'un d'autre. Mais si vous êtes appelé, si vous êtes convoqué, vous allez devoir faire quelque chose. Parce que l'univers sert toujours le même plat. Toujours, jusqu'à ce que tu comprennes. Tant que tu n'as pas compris, oui, ça, c'est vrai, il va te resservir le même plat. C'est vrai. Ouais. Je vous promets, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il vaut mieux comprendre rapidement. C'est totalement vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. Et dernière question, est-ce que tu penses qu'on n'a qu'un seul destin? Alors, on a un destin. Je ne sais pas si un seul, non, mais on a un destin. Et on a la possibilité, on est responsable de ce destin-là, on est maître de son destin. On est maître de son destin, ça veut dire qu'on a le libre arbitre. Si jusqu'aujourd'hui, si à 40 ans, si à 52 ans, tu te rends compte que c'est triste, que ta vie est minable, ou même que, parce qu'il y a des gens qui sont fiers de leur vie minable, fiers de leur raté. Ah oui, il y a des gens qui sont très fiers. Sache que tu as la possibilité d'écrire ton histoire. Tu as la possibilité de prendre les commandes. Tu as la possibilité, tu as le libre arbitre en fait. Tu es le seul maître de ton destin. Tu es le maître. Donc, ton destin, il dépend. Tu as été conditionné, c'est-à-dire que quand tu es né, tu as grandi, tu es né dans un environnement, tu es né peut-être dans un pays en guerre, tu es né peut-être au milieu de 2 parents qui divorçaient, ou bien tu es né, j'en sais rien moi, même tu es né au milieu, je sais pas moi, de tes parents, genre ta mère est morte quand tu es né. Tu vois, tu es né dans des conditions et tu as été conditionné, tu as grandi, tu t'es forgé comme ça. Ce n'est pas une condamnation, je reviens à ça. C'est vraiment, tu as la possibilité de réécrire ton histoire, tu as la possibilité de l'écrire, même pas de la réécrire. Tu as la possibilité, à partir du moment où tu prends conscience, de l'écrire. Est-ce qu'il y a une différence entre le destin et la mission de vie? Non, c'est la même chose. Alors, la mission de vie, c'est le destin. Oui, mais parce que j'ai jamais entendu dire qu'une personne a des missions de vie. Moi, j'ai toujours entendu
ta mission de vie? Parce que j'ai découvert il y a 2 ans ce qu'on appelle le contrat d'âme. C'est-à-dire que, bon, il faut croire à l'incarnation. Moi, la réincarnation, j'ai un peu de mal avec ça. Ça veut dire qu'au départ, on est une âme qui décide de s'incarner dans la chair, incarner la chair. Faire l'expérience, oui. Voilà. Et donc, avant de s'incarner, on passe un contrat comme quoi je veux expérimenter dans la chair peut-être une vie, je ne sais pas moi, de voyou, une vie... La souffrance ou alors le rejet. Ou le rejet, ou peu importe. Et donc, les blessures de l'âme, tu vois. Oui. Les blessures de l'âme. Et donc, durant toute notre existence, j'ai envie de dire humaine, ben, le premier but, c'est d'ailleurs de retrouver la mission de vie et ensuite de la vivre. Donc, est-ce que ce n'est pas paradoxal le fait de dire qu'on peut changer son destin ou sa mission de vie alors même qu'on s'est incarné pour vivre cette mission de vie-là? Mais il faut prendre conscience. Il est question de prendre conscience déjà de quelle est ta mission de vie, justement, de pourquoi tu es là. Ça ne peut pas être... Alors, je le dis, tu ne peux pas... Si tu es venu faire l'expérience, déjà, comment tu sais l'expérience que tu es venu faire? C'est quand tu es accompagné. Je peux, moi, faire ce travail beaucoup plus facilement. Moi, j'ai beaucoup plus de lecture en tant que canal pour ce travail-là, beaucoup plus que toi. Donc, l'éveil que je transmets à la personne. Et donc, une fois que tu prends conscience, tu me dis, OK, moi, ma mission de vie, c'est, je sais pas, c'est... j'ai beaucoup expérimenté la pauvreté. J'ai fait l'expérience de la pauvreté, voilà. Mais moi, aujourd'hui, je veux changer ma vie, je veux accéder à la richesse, à l'opulence. OK. Est-ce que, d'accord, c'est ce que tu veux, mais est-ce que c'est ce pourquoi tu es là? Est-ce que c'est ce que ton âme est venue vivre? Est-ce que c'est l'expérience que ton âme est venue faire? Si ce n'est pas l'expérience, vu que tu as le libre arbitre, ça veut dire que tu as la possibilité de changer. Tu peux changer. Tu peux faire autre chose que ce pourquoi tu es venu. Tu vas juste, peut-être, dans une autre vie, dans une réincarnation ou dans une autre vie, tu vas peut-être devoir poursuivre ce que tu avais à faire, que tu n'as pas accompli dans cette vie-ci. D'où la réincarnation. Tu te réincarnes, en fait, c'est pour poursuivre ta mission. Et si tu as fait, je sais pas moi, une vie où tu l'as terminée, comme ça se passe beaucoup, tu as terminé sans jamais savoir pourquoi tu étais là. Tu es né, tu as vécu, tu es mort, tu es reparti, sans savoir. Si tu te réincarnes, lorsque tu vas te réincarner, tu vas devoir poursuivre avec cette mission-là. Tu ne vas pas partir sur autre chose. C'est ça l'expérience. Tu ne vas pas pouvoir partir sur autre chose. Tu vas devoir compléter. Et par contre, lorsque tu accomplis ta mission, lorsque tu vis, tu tires ta révérence et que tu as accompli ce pourquoi tu étais là, en général, quand tu dois repartir, quand tu dois te réincarner, tu vas faire l'expérience de l'opposé. Ah. Par exemple, si dans cette vie-ci, tu étais le pervers narcissique qui a renoncé à son humanité pour torturer, pour faire souffrir, pour, je sais pas moi, pour malmener, tu vas, dans une autre vie, peut-être expérimenter autre chose. OK. En l'occurrence, tu disais l'opposé. L'opposé. Si j'ai voulu vivre l'expérience de l'opulence, ça veut dire que dans une autre vie, peut-être vouloir vivre l'expérience de la pauvreté. Oui, mais dans cette vie-ci, déjà, si tu veux faire, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette vie-ci, quand tu t'incarnes pour vivre une expérience, c'est l'opposé que tu vis pour pouvoir faire l'expérience. Ça veut dire que si je me suis incarnée pour faire l'expérience de l'amour, comment je fais l'expérience de l'amour? C'est en n'ayant pas l'amour. Comment je fais l'expérience du pardon, là, dans cette vie? Si je me suis incarnée pour faire l'expérience du pardon, il va falloir que sur mon chemin, que j'ai fait des contrats, que j'ai passé des contrats avec des âmes qui vont poser des actions, qui vont me faire souffrir pour que je puisse expérimenter le pardon, pour que je puisse pardonner, en fait, que je puisse faire l'expérience du pardon. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Okay. Donc, pour faire l'expérience d'une chose, c'est la dualité. Si tu veux expérimenter le chaud, il faut que tu sois soumis au froid. C'est en étant soumis au froid que tu fais l'expérience du chaud. Et donc, dans une première partie, tu descends, tu involues. Et ensuite, tu peux évoluer. Tu peux monter, tu peux maintenant vivre ce qu'on appelle le plan de l'ascension collective.
Et c'est ce que les personnes qui viennent en général en consultation, les personnes qui sont dans des périodes où elles sont en quête de sens, elles se posent des questions, elles sentent que là, il y a quelque chose, ou alors là, ma vie, c'est pas ça. Je sens que je suis en train de passer à côté, ou alors je sens qu'il y a quelque chose, mais je sais pas comment le dire, je ne sais pas, mais je sens juste, ben c'est ça. Et je dis souvent, ok, si vous avez vécu, plus vous êtes descendu, c'est-à-dire plus vous avez vécu des horreurs, Oui. plus ça a été difficile, mais plus vous avez des chances. Vous avez le potentiel. Si vous faites le travail de basculement, d'inversion, vous avez les chances de monter, Oui. d'accéder à qui vous êtes vraiment, donc de vous souvenir. D'accord. C'est vrai qu'on m'avait jamais présenté la chose comme ça, mais je comprends mieux. Caroline, je pense qu'on arrive pratiquement au terme de cet épisode. Dis-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Laissez-nous, si vous avez des questions, posez-les. Promis, prochain épisode, Caroline y répondra. C'est elle qui aura la lourde tâche d'y répondre. Okay. Caroline, ta caméra, elle est là. Je te laisse le mot de la fin. Je vais terminer sur la phrase que j'ai dite. Vous héritez de quelque chose, vous héritez d'une histoire, vous héritez. Mais cet héritage-là n'est pas une condamnation. J'ai envie de terminer là-dessus parce que c'est ce que je vois énormément. Les personnes qui sont conditionnées, les personnes qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir, que ça ne peut pas être autrement. L'environnement dans lequel on vit et le chaos qui baigne dans le monde, sur la terre, là où nous sommes, là, c'est une chose. Mais qui on est vraiment, c'est autre chose. Et il faut savoir qui vous êtes. C'est pas, on n'a pas la maîtrise. Moi, je cherche pas à avoir la maîtrise de l'environnement, de la terre, du pouvoir, des dirigeants, de machin. C'est pas ça. C'est qui je suis vraiment. Parce que qui je suis vraiment, moi, je peux briller, comme je dis, dans le chaos. Qui je suis vraiment, c'est... Et si nous tous, nous savons qui nous sommes, si nous tous, nous prenons notre place, c'est-à-dire en étant qui nous sommes véritablement, parce que dans un conflit, c'est ça. Dans un conflit, c'est deux pensées. Ouais. C'est deux pensées qui s'opposent totalement. Mais si chacune était un peu, je ne vais pas dire dans le monde des bisounours, mais si chacune était à sa place, consciente des valeurs que sont le respect, la bienveillance et l'amour, si tout le monde était uniquement dans l'amour, ce serait autrement. Les conflits seraient gérés autrement. C'est vrai. Est-ce qu'il y aurait même d'abord des conflits? Voilà. Du coup, comment on Donc fait je pour termine là-dessus. Merci. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu de fort, c'est que l'héritage n'est pas une condamnation. Et ça, Non. c'est très, très, très fort, ça. Ouais. Très, très, très Ouais. fort. Vraiment, s'il y a un message que quelqu'un doit retenir, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Ben écoute, comment on fait pour te contacter? On veut bénéficier de tes services. Comment ça se passe? Alors, j'ai un nom qui est assez facile à trouver sur Google, Caroline Bida Tchakounte. Vous allez me trouver. J'ai eu plein de vies, c'est vrai, mais vous allez trouver mon cabinet qui s'appelle No More Stress. Vous avez mon email, vous avez... voilà. Les téléphones, pour le téléphone, j'insiste, je préfère que vous m'envoyiez des messages et j'y réponds quand je ne suis pas en consultation. J'y réponds quand je peux, selon le flux de messages que je reçois. Les mails, c'est beaucoup plus rapide. Quand vous m'envoyez un mail, soyez sûr que je vais le lire et soyez sûr que je vais donner une réponse. Mais n'essayez même pas de m'appeler. Non. Ah, c'est mort. Ah non, ça, non, franchement, les Africains, les Camerounais, on se connaît. Vous voyez le numéro, vous lancez l'appel. Non. Si je suis en consultation avec vous, vous ne serez pas content que je décroche un appel pour renseigner quelqu'un. Voilà. En tout cas, moi, je vais te donner le numéro pour message WhatsApp, en C'est l'occurrence. Plus 33 767 725 425. Plus 33 767 725 425. Le mail, CEMB, Combel, COMBEL, @yahoo.com. Voilà. Je réponds toujours au mail, toujours. Bref, on vous met tout dans le premier commentaire et dans la description de la vidéo. Merci Caroline. Merci à toi. Ben, si vous avez aimé, on met tout en commentaire. C'était Valérie Bélias et Caroline Mbida Tchakounte. Sur le podcast de l'écrivain. On est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com.